Monsieur Laurent Pérez, qui est d'EDF, qui nous vient de Cattenom. Monsieur Laurent Pérez a une maîtrise en informatique et une autre maîtrise en gestion. Il a fait sa carrière entièrement dans cette société. Et actuellement, il est chef de mission ancrage territorial, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et c'est vraiment très important. On est là avec un pilier de notre industrie énergétique. Et Monsieur Pérez est chargé de l'innovation, de l'environnement et également de l'adaptation de la production d'électricité au changement climatique. Monsieur Pérez ? Eh bien, bonjour. Je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui et je vous remercie encore de m'accueillir et de pouvoir parler un peu de nucléaire, parce qu'on a eu aussi des moments difficiles dans le passé, même si ça va un peu mieux aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, en fait. Il faut continuer à se battre. Quand on croit en ces projets, il faut y aller. Et moi, je crois en la filière nucléaire. Et même quand ça n'allait pas, j'y croyais toujours. Donc, n'ayez pas peur. Il faut parler des sujets, il faut ouvrir les sujets. Il faut emmener nos jeunes vers les métiers de l'industrie. C'est important aujourd'hui. On voit les difficultés qu'on a à recruter. Et quel que soit le domaine, moi, le travail que je mène dans ces actions d'ancrage territorial, c'est effectivement encourager les jeunes et les moins jeunes à nous rejoindre les métiers de l'industrie. Bon, s'ils viennent dans le nucléaire, c'est mieux forcément, mais déjà, leur donner envie, avoir cette appétence aux métiers techniques et scientifiques, c'est important, on en a besoin. Et sachant que la démographie va baisser, on va avoir besoin de toutes et tous pour pouvoir réindustrialiser notre pays. Et là, pour le coup, la montagne, elle est devant nous. Donc, pour parler du nucléaire, je devais bien commencer par quelque chose d'un peu général. Et finalement, les 57 réacteurs qu'on a aujourd'hui en exploitation en France, dont les 4 réacteurs de Cattenom, deuxième centrale nucléaire de France avec 5200 MW, une seule technologie, des réacteurs à eau pressurisée, avec différents paliers. Alors les paliers, effectivement, je ne sais pas s'il y a un pointeur, différents paliers. Les paliers plutôt première génération en bleu 900 MW, en allant jusqu'à la dernière version en service, le PR de Flamanville, qui a 80% de sa capacité de puissance électrique aujourd'hui et qui devrait, d'ici la fin de l'année, atteindre 100% finalement de puissance de son réacteur. Juste pour que vous ayez une notion, parce on parle d'énergie, la centrale nucléaire de Cattenom produit 30 TWh par an en moyenne, ce qui représente environ 75% des besoins d'électricité de la région Grand Est. Donc à elle toute seule, elle fournit déjà 75% des besoins d'électricité de la région Grand Est, donc globalement 3 électrons sur 4 que vous avez dans vos smartphones viennent de Cattenom, pour que vous ayez au moins cette notion relative de ce que peut faire une centrale nucléaire. C'est des choses qui finalement on a du mal à comprendre et du mal à percevoir. Alors un autre atout nucléaire, c'est les émissions de CO2. Ça, je pense que vous ne le découvrez pas aujourd'hui. Peut-être que vous découvrez quand même qu'on est quand même champion du monde de la décarbonation dans le domaine de l'énergie, avec 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit sur le cycle de vie de la centrale nucléaire, qui va de sa construction, l'extraction des minerais, sa construction, son exploitation et sa déconstruction. On peut le comparer à d'autres énergies solaires, par exemple, qui vont émettre 10 fois plus de CO2 sur leur cycle de vie, ou les énergies forcément qui sont fossiles, par définition. Le gaz naturel, qui est plutôt 100 fois plus que nous, et le charbon, 250 fois plus que nous. On est plutôt bien placé, en tous les cas, dans le cadre du dérèglement climatique et des réductions des émissions de carbone. Alors, pour revenir à Cattenom, je vous ai parlé de sa production moyenne. Ce que vous savez moins, c'est finalement les embauches. On embauche à peu près 50 personnes en CDI tous les ans. Mais aussi, on a une centaine d'alternants, donc 50 alternants généralement qui restent 2 ans à Cattenom. On embauche globalement 80% de ces alternants sur la centrale de Cattenom dans les métiers techniques, forcément. Et donc, c'est une manière aussi de les former à nos pratiques, de les découvrir et finalement de leur donner envie de rester dans cette filière nucléaire. L'impact de la centrale de Cattenom dans son environnement, c'est à peu près 3000 emplois directs et indirects autour du site. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, face à l'ogre luxembourgeois, on pèse peu. Quand vous savez qu'il y a 130 000 navetteurs, ou salariés lorrains qui vont travailler au Luxembourg tous les jours, finalement, dans les années 80, on était un employeur d'importance dans ce territoire, on l'est toujours. Mais aujourd'hui, face au volume de Lorrains qui vont travailler au-delà de la frontière, finalement, on devient un petit poussé dans un ensemble qui est devenu bien complexe. Et en gros, que vous ayez une notion de ce que c'est en fait une activité en centrale nucléaire sur une année, en gros 28 000 activités de maintenance et de 70 millions d'euros d'investissement sur l'année. Ça, c'est hors visite décennale. On est plutôt autour de 400 millions d'euros d'investissement lors d'une année où il y a une visite décennale. Alors, je vais y venir sur les types d'arrêts. On a 3 types d'arrêts sur une centrale nucléaire. Alors, c'est pas pour vous appeler, pour vous expliquer ce que c'est, mais plutôt vous dire sur comment on fonctionne. En fait, tous les 10 ans, il y a une visite décennale.
Cette visite décennale, une fois qu'elle aura été réalisée, nous permet à nouveau d'exploiter le réacteur pendant 10 ans supplémentaires. Une centrale nucléaire n'a pas de durée de fin de vie. On ne s'arrête pas à 40 ans, d'ailleurs c'est la preuve, c'est que la centrale de Cattenom aura 40 ans en 2026, et donc on va continuer. L'idée c'est d'aller au-delà de 40 ans, maintenant c'est plutôt atteindre les 60 ans, voire atteindre les 80 ans. On aura les réflexions sur l'extension des durées de vie des centrales nucléaires pour aller jusqu'à 80 ans, plutôt fin 2026, en tout cas les premières orientations. Les discussions ont commencé avec l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et donc l'idée c'est de s'approcher de ce que font les Américains avec des centrales nucléaires qui vont à 80 ans, et voir qui pourront aller demain jusqu'à 100 ans. Donc on n'en est pas là aujourd'hui, on est en train d'entamer les discussions. La première cible, c'est 60 ans, et donc pour Cattenom, 2026, réacteur numéro 1, qui a été créé en 1986, qui aura 40 ans, on attaquera sa 4e visite décennale, avec tout un programme finalement de remise à niveau des centrales. À chaque visite décennale, on va essayer d'atteindre les meilleurs niveaux de sûreté internationaux, c'est l'objectif, c'est une particularité française. Et du coup, l'objectif, là, pour le coup, dans le cadre des 4e visites décennales, c'est d'installer un récupérateur de corium sous la cuve du réacteur. Le récupérateur de corium, c'est quoi ? C'est un dispositif. Alors le corium, c'est quoi ? S'il y a un accident nucléaire, en fait, tout ce qui est dans la cuve du réacteur va fondre. Cet amalgame à très haute température va traverser la cuve du réacteur et les bétons. L'idée, c'est de le stopper pour le maintenir dans le bâtiment réacteur et éviter que cette radioactivité puisse se sortir de cet environnement. L'EPR de Flamanville est équipé de ces solutions. Et donc, nous, on va aussi nous adapter et installer ce type de solution sur les réacteurs du parc français. Donc ça, c'est une des modifications emblématiques, on va dire, comme il y a eu dans le cadre des 3e visites décennales. On a mis en place des dispositifs qui étaient plutôt des réflexions de ce qui s'était passé à Fukushima, avec des diesels ultime secours qu'on a installés sur le site. Voilà, toutes les réflexions, en fait, tiennent compte aussi de tous les REX internationaux qu'on peut avoir, et c'est ce type d'amélioration qu'on amène sur les centrales en activité. Donc, je vous vais pas le détail des modifications, mais en tous les cas, on peut en reparler après. Et donc, nos enjeux, j'évoquais l'attractivité de nos métiers, c'est un vrai sujet. En gros, à la relance de la filière nucléaire, il y a un des lieux qui a été fait. Il y a à peu près 220 000 salariés aujourd'hui qui travaillent dans cette filière, que ce soit pour EDF ou pour les entreprises partenaires. A été remise à niveau, en fait, cette aide d'ALIE. En quelques années, on est passé de 220 000 à 250 000. Et comme c'est évoqué dans ce slide, en fait, l'idée, c'est d'arriver à recruter à peu près 100 000 personnes d'ici 2030 ou 2035. Ça va dépendre de l'état d'avancement des EPR2. En tous les cas, pour nous, dans le territoire, c'est à peu près 400 embauches tous les ans pour EDF et les entreprises partenaires. Donc on a une montagne devant nous, quand je le dis, je le sous-estime pas, c'est une vraie montagne de recrutement devant nous. Alors effectivement, Madame Aline Lelot vous en a parlé, c'est ce qu'on peut faire au niveau du campus d'excellence internationale de la transition énergétique et de la décarbonation de l'industrie, avec tout un dispositif de sensibilisation, de coloration, d'adaptation et de certification. Donc c'est tout un dispositif qu'on met en place pour ouvrir les jeunes et les moins jeunes vers ces métiers du nucléaire, que ce soit une ouverture vers certaines typologies d'activités auxquelles ils ne pensaient pas, mais c'est aussi essayer de détecter en vous, finalement, les attitudes et les aptitudes que vous auriez à pouvoir pratiquer nos métiers. Donc, c'est des choses qui peuvent être très ludiques. On peut rentrer dans une fête foraine, on va passer dans différents jeux, les gens vont pas s'en rendre compte, mais pendant qu'ils passent dans les jeux, en fait, on va venir identifier leurs aptitudes à pouvoir travailler dans le nucléaire. Et ça nous ouvre des chemins de discussion après et des orientations possibles pour emmener ces jeunes et ces moins jeunes vers les métiers dont on a besoin de recruter. Donc, on a des choses qui sont purement ludiques, et des choses comme plutôt des dispositifs d'ouverture aux sciences. On accueille énormément de jeunes sur la centrale de Cattenom. On fait des dispositifs de découverte, ils vont rester une semaine sur la centrale, et ils auront une journée qui seront vraiment dédiés aux sciences. Mais quand je vous dis ils seront dédiés aux sciences, on va faire la part du théorique et la part du pratique, et ils vont venir fabriquer une turbine avec du dessin en 3D, du montage de pièces, de fabrication de turbines, d'optimisation de turbines, et à la fin de la journée, s'ils ont bien travaillé, ils vont pouvoir fabriquer de l'électricité. Et ça fait le sens, finalement, de cours théoriques qu'ils ont pendant cette journée, de mise en pratique de ces cours théoriques sur des outils réels, et le parallèle d'une centrale nucléaire sur comment on fabrique l'électricité. Donc c'est une journée qui est plutôt appréciée. Et du coup, c'est vrai que ça change souvent leur regard sur le sens que peut donner l'éducation nationale à certaines formations, où globalement, ils ont un cours théorique, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Là, on fait le lien entre les deux et c'est très utile. Bon, après, il y a tout un tas de formations qu'on peut développer avec l'ENIM, des écoles une formation au métier du nucléaire par alternance, et tous les dispositifs qu'on peut avoir avec l'Université de Lorraine, les autres acteurs de la filière nucléaire. Enfin bon, en tous les cas, on essaie d'être sur tous les champs et d'ouvrir les centrales nucléaires vers les métiers dont on a besoin de recruter. Un des sujets qui est en train de monter actuellement, c'est les sujets de modulation. Alors une centrale nucléaire, elle est capable finalement de fonctionner au ralenti,
En moins de 30 minutes pour Catnam, on est capable de passer de 1300 MW de puissance à 270 MW. Et ce problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pratique de plus en plus. Entre autres, c'est un peu tout ce que je vous ai mis sur ce slide. Vous voyez la capacité nucléaire en France, 62 gigawatts de puissance. En gros, 62 réacteurs, 1 gigawatt, un réacteur pour simplifier. Et en fait, vous voyez aujourd'hui où en est le solaire et l'éolien. Finalement, ça nous fait les courbes qu'on peut voir là. Où au moment, finalement, on n'a pas besoin d'électricité, il va y avoir des pics d'énergie solaire qui vont arriver sur le réseau. Où nous, on va être obligé de nous adapter. Alors, on s'adapte déjà. Dimanche, on a arrêté le réacteur numéro 2 pour surcapacité électrique. C'est une réalité, donc on s'arrête. On arrête le réacteur. Mais en même temps, on doit quand même assurer la fréquence du réseau électrique. Donc, il y a des paradoxes. S'il y a beaucoup d'énergie électrique, des énergies qui vont être diffuses, un parc solaire, aujourd'hui, on ne peut pas l'arrêter. Donc, quand il va produire en masse. Donc, on aura des gros volumes de production solaire. Comment le système électrique va avoir cette résilience pour absorber tout ça? Et comment nous, centrales nucléaires, on va pouvoir nous adapter pour pouvoir assurer ce que doit emmener le réseau électrique, c'est vous emmener de l'électricité dans vos bras électriques 365 jours par an, sans défaillance, et éviter ce qui s'est passé en Espagne cette année, avec un blackout, l'effet château de cartes, une instabilité du réseau électrique, une instabilité de la fréquence. Le réseau est tombé et il a emmené tout ce qu'il y avait autour avec lui, avec un impact pour la centrale nucléaire de Golfech qui s'est îlotée. Mais on voit en fait, aujourd'hui, on mesure finalement le déséquilibre qu'on a généré à vouloir être sur tous les champs et à pousser ces énergies interminantes qui nous posent aujourd'hui des problèmes aussi d'exploitation des centrales nucléaires et du réseau électrique. En tout cas, je voulais vous en parler parce que c'est un sujet qui va monter et globalement, vous aurez probablement des questions sur le sujet. L'adaptation des règlements climatiques, je vous l'ai dit, une centrale nucléaire n'a pas de durée de fin de vie. Donc on est probablement là encore pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc c'est des choses qu'on travaille depuis 20 ans à Catnam avec un certain nombre d'équipements qu'on a déjà mis en place sur la centrale. Et là, on travaille sur différents sujets. En fait, on a les 4 lots que j'évoque ici. La ressource en eau qui devient essentielle. Une centrale de production d'électricité ne peut pas fonctionner sans eau. Donc, on travaille sur des sujets d'économie d'eau, bien évidemment. Comment réduire la partie non restituée de l'eau. Une centrale nucléaire comme Catnam, c'est à peu près 80% des volumes d'eau qui sont restitués en fait à la Moselle. Malgré tout, on doit pouvoir réduire cette capacité à restituer, on doit pouvoir augmenter cette capacité à restituer plus d'eau, entre autres en réutilisant mieux l'eau, parce qu'aujourd'hui, en fait, ça passe dans les équipements. Ça part dans un lac qui est à côté, et puis après, ça part dans la Moselle. Alors nous, on n'a pas de problématique de température de rejet, mais ça reste un sujet. Donc on travaille sur les 3 champs, c'est-à-dire les débits d'eau, les quantités d'eau et la qualité de l'eau. Et donc, comme vous voyez sur cette photo, on a un lac, une retenue industrielle à côté qui s'appelle le lac du Mergenbach. Et là, on l'a équipé de capteurs pour comprendre en fait en modélisation comment il réagit par rapport à un fonctionnement d'une centrale nucléaire à pleine puissance dans son environnement en fonction des conditions climatiques. Comment sa température va varier. Et donc, on travaille sur des modèles mathématiques pour mieux appréhender ces systèmes. Et on travaille aussi sur des capacités de refroidissement de ce lac, utiliser par exemple un aéroréfrigérant qui est arrêté pour le faire baisser en température. Donc, on travaille sur beaucoup de sujets en lien avec les stockages de l'eau, en lien avec les économies d'eau qu'on peut faire comme l'eau potable, et comment on peut mieux réutiliser cette eau. Et en même temps, un foncier de 415 hectares, on pourra aussi capter l'eau de pluie pour un usage industriel. Donc, on est sur l'ensemble de ces enjeux. Des sujets territoriaux, bien évidemment. On travaille aussi avec la communauté de communes de Catnam environ sur des dispositifs de reforestation. En fait, certaines zones qui ont été touchées par la scolite, on va replanter 1600 arbres à partir de janvier 2026 pour identifier des espèces qui pourraient survivre demain dans le cadre du dérèglement climatique. Et donc, on va travailler sur un programme qui va durer en gros une centaine d'années d'adaptation de cette forêt au dérèglement climatique et en même temps du suivi de la biodiversité en lien avec ces espèces qu'on intégrerait dans la forêt de Catnam. Donc ça, c'est un des sujets. Et l'autre sujet, c'est un dispositif qu'on appelle Alter Ego. Et en fait, on a travaillé avec les élus du territoire pour identifier les critères qui nous permettraient de définir les critères de ce territoire. Et on va aller voir plutôt au sud de l'Europe. Donc ça, c'est la R&D, le service climatique de la R&D d'EDF qui va travailler là-dessus. Ils vont aller voir dans les territoires de l'Europe qui ont des critères à peu près similaires et comment eux se sont adaptés au dérèglement climatique. Et l'idée, c'est d'aller avec les élus, voir comment ils se sont adaptés pour adapter notre écosystème finalement à cette problématique qu'on aura demain. On a évoqué l'intelligence artificielle. Alors, vous avez une start-up, une entreprise innovante qui s'appelle Aprex, qui est venu vous voir ce matin, a priori. Finalement, on a travaillé avec eux. Alors, on travaille beaucoup avec les outils d'intelligence artificielle. Effectivement, on a des systèmes d'optimisation du circuit de vapeur avec des dispositifs développés par la R&D, mais on travaille aussi dans des démarches d'open innovation territoriale et de start-up, finalement, qui ont des savoirs sur l'intelligence artificielle, et là, qui nous ont aidés à développer un assistant
au rechargement. Donc un outil d'aide à la décision, hein, c'était le bon terme qui a été utilisé tout à l'heure. L'idée, c'est pas de remplacer l'homme, mais comment on va aider l'homme à opérer un certain nombre d'opérations. Et là, c'est des opérations de contrôle, parce qu'après un rechargement, on doit contrôler que chaque assemblage combustible est au bon endroit et on doit mesurer des espaces qui sont millimétriques entre chaque assemblage combustible. C'était l'homme qui le faisait. Aujourd'hui, c'est la machine qui nous aide et l'homme a la main sur ce système et va valider les positions de manière à nous valider la cartographie du cœur qui va nous permettre de redémarrer le réacteur en toute sûreté. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.